Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Julie Zenati. Dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Alors on commence en musique avec l'un de vos chanteurs préférés. Il s'agit de José José, un chanteur et compositeur mexicain mort il y a 3 ans, réputé pour ses interprétations de ballades romantiques et surnommé le prince de la chanson. On écoute un petit extrait. Pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede. Que nos auditeurs sachent, on vient de vivre un grand moment. Je suis d'origine mexicaine. Il faut le dire. Ce n'est pas le bon. C'est mon père. José qu'on est en train d'écouter. C'est pas le bon José. Voilà. Certes, j'ai des goûts vintage, mais j'ai pas été jusque là. Voilà. Donc c'était qui le vrai José? C'est un autre José, mais il est vivant. Et sa chanson s'appelle José José comme mon chat. José, et c'est ma chanson du moment. Donc José le chat. Et on va quand même faire découvrir Est-ce que ça vous intéresse de connaître cet artiste? Évidemment, Jérôme. Alors, c'était ma chanson. Alors José, donc il n'est pas forcément très connu en France, non, bah non. Mais au Mexique c'est un dieu, il a mené une carrière incroyable pendant 40 ans. Il a même son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, ça vous situe un petit peu le personnage. Allez, découvrons. Alors, un destin, on rigole, c'est un personnage par contre qui a un destin assez incroyable et marqué par des épisodes très sombres, très jeune, donc le petit José, celui que vous ne connaissez pas, donc chante dans les chœurs de son école et apprend à jouer de la guitare. Oui mais voilà, son père n'accepte aucune musique populaire à la maison. Ce qui oblige José à se nourrir de musique sacrée et d'opéra. Le tournant de sa vie, donc, il vient à l'âge de 15 ans, son père abandonne le foyer familial et libéré de l'interdiction d'écouter et jouer de la musique populaire, José forme alors un trio musical en 1963, ce qui marque les débuts de sa carrière de chanteur. Alors le succès arrive en 1969 et ironie du destin, alors que son papa est mort 1 an plus tôt, en 1968, victime de son alcoolisme, José prend comme nom de scène José, d'où la méprise, en hommage à son père qui pourtant lui avait interdit la musique populaire et avait abandonné le foyer. Oui, c'est-à-dire, en fait, paradoxalement, son père, donc, qui lui interdisait d'écouter de la musique, il prend le nom de son papa. Rien à voir avec le Rosé. Rien à voir avec le Rosé, effectivement. Non, ça aurait pu, mais pas du tout. Rien à voir. Après, autre ironie ressort, dans les années 70, alors qu'il est en pleine gloire, il sombre, comme son père, dans l'alcoolisme et le Rosé. Il connaît des périodes de haut et de bas. En 90, ruiné et déprimé, je vous l'avais dit, c'est une histoire sombre. C'est dur, Il vit même dans sa voiture, déclarant qu'il veut mourir de la boisson. Sa famille vient à son secours. Il enregistre finalement un dernier album en 2001, mais considérablement diminué. Il doit mettre un terme à sa carrière. Une carrière qui aura donc malgré tout duré 40 ans et laissé une œuvre immense. Et donc j'allais vous demander, évidemment... Quelle est votre chanson préférée de José José? Non, mais j'allais vous demander, justement, Julie Zenati, si c'est pour ça que vous aviez appelé votre charroux Rosé. En fait, c'est un autre Rosé. Oui, et puis il s'appelait comme ça quand on l'a récupéré. Mon fils, très mignon, me dit, mais maman, elle a déjà changé de ville. On va pas, si on lui change de prénom, il va plus du tout savoir qui il est. Donc il s'appelle toujours José. Bah écoutez, c'est une jolie anecdote. Mais c'est mon José poilu, quoi. Un petit charroux, c'est bien ça. C'est un Maine Coon, c'est un énorme chat. C'est magnifique, le Maine Coon. C'est un des plus beaux chats. On va changer totalement de registre avec cette fois, on l'espère, un groupe dont vous êtes vraiment fan, Julie Zenati. Les doigts. Oui, alors a priori, après José et ses balades romantiques... Non mais tout peut... De manière, je suis Julie Pietri. Vous êtes Julie Pietri. J'ai de la fièvre, alors, Julie Pietri, apparemment, vous êtes fan des Coquettes. Est-ce que je me trompe? J'adore les Coquettes. Vous adorez les Coquettes. Alors c'est un groupe d'humour musical que vous aimez bien. Oui. Et on écoute donc un petit extrait. Allez. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Aïe, oh, Alors, comme les paroles très variées l'indiquent, vous aurez
donc reconnu le titre La Petite Fessée du dimanche soir, des Coquettes. Alors, les Coquettes, c'est donc un groupe créé en 2014 par 3 femmes, Juliette, Lola et Marie, qui se sont rencontrées 7 ans avant leur création, sur le conte musical Le Soldat Rose de Louis Chédid. Et leur marque de fabrique, c'est d'évoquer des sujets légers ou graves, mais toujours sur le ton de l'humour, puisqu'elles évoquent dans leurs chansons des thèmes comme la sexualité, le suicide ou encore l'excision. Alors, si les Coquettes n'ont sorti qu'un seul album, c'était en 2017, elles sont toujours actives sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où elles alternent chansons et sketchs totalement décalés. Elles sont effectivement en tournée dans toute la France. Et si ça peut vous aider à les situer pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, certains disent d'elles que si les Spice Girls et Pierre Desproges avaient eu 3 filles, ce pourrait être elles. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, elles sont actuellement en tournée dans toute la France, si vous voulez les découvrir ou les redécouvrir, pour ceux et celles comme vous, Julie Zenati, qui êtes fan de ce groupe. À partir du 17 janvier, je crois, la tournée. A priori. On va changer une nouvelle fois totalement de registre et on poursuit votre voyage, Julie, dans votre univers culturel avec votre série préférée du moment, Jérôme. Oui, alors roulement de tambour, est-ce que je vais avoir là encore changement d'ambiance, puisque votre série du moment, ou du moins l'une de vos séries du moment, c'est The Patient, disponible en France depuis le 14 décembre sur Disney+. La première saison est composée de 10 épisodes. Alors on est loin des balades de Rosé et de l'humour des Coquettes, puisque The Patient, ça raconte l'histoire d'un psychothérapeute, Alan Strauss, retenu en otage par l'un de ses patients, qui est en réalité un tueur en série. Alors, mais ce tueur en série, il n'est pas là pour faire une nouvelle victime, puisque son but, c'est que son psy parvienne à freiner ses pulsions meurtrières. Alors, seul problème, il refuse de révéler ses secrets personnels, qui permettraient sans doute à son docteur de trouver la clé. Alors, pour sauver sa vie, le psychothérapeute doit donc gérer l'esprit un petit peu perturbé de son patient, qui tantôt veut guérir, tantôt est rattrapé par ses pulsions meurtrières. Alors je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais je conseille à tous nos auditeurs de regarder cette série, un huis clos ultra anxiogène et très sombre, qui nous tient en haleine jusqu'au bout, marqué par de nombreux ascenseurs émotionnels, notamment de la part de avec la découverte aussi d'une culture. Et la découverte de culture. Le psychanalyste est juif, et du coup on retourne aussi dans sa vie, et c'est rigolo comme les deux se soignent, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant dans ce huis clos. Puisqu'effectivement, le psychanalyste est veuf et père de 2 enfants, et lui aussi a, on va dire, quelques petites petits problèmes intérieurs à régler lui également. Eh bien écoutez, ça donne très envie en tout cas de regarder cette série. J'avais vu moi personnellement la bande-annonce et vous me l'avez bien vendue, Jérôme Goulon. On termine avec un documentaire qui vous a touché, Julie Zenati. Oui, alors pour terminer cette chronique, on va parler de Jennifer Lopez, à l'affiche Moi, j'ai adoré ce documentaire. Donc consacré à sa vie, et c'est un documentaire lui qui est disponible sur Netflix. Alors on peut entendre le titre Ain't Your Mama, l'un de ses derniers titres. Alors dans ce documentaire intimiste qui retrace l'année où la chanteuse a fêté ses 50 ans, la star mondiale âgée aujourd'hui de 53 ans, elle ne les fait absolument pas. Elle évoque sa carrière et tout ce qu'implique une vie passée sous les projecteurs, de bons comme de mauvais. Elle y parle notamment très ouvertement de son âge, c'est pour ça que volontairement j'ai donné son âge, parce que si pour beaucoup l'âge est un sujet tabou, pour Jennifer Lopez ça ne devrait pas du tout être le cas. Elle déclare notamment, en toute franchise, qu'on s'améliore tout au long de sa vie tant qu'on a envie de grandir et d'évoluer. Et puis je continue de la citer, elle dit qu'on ne doit pas rayer les femmes une fois qu'elles ont atteint un certain âge. C'est le beau message qu'elle veut faire passer, en tout cas qu'elle fait passer dans ce documentaire. Alors Jennifer Lopez, c'est un exemple de longévité, de courage et de ténacité, comme le prouve son parcours. C'est vrai que quand les stars arrivent au top, on oublie parfois comment elles ont débuté. Alors pour rappel, issue d'une famille modeste portoricaine, Jennifer Lopez, elle a financé elle-même ses cours de chant et de danse dès l'âge de 10 ans. Et puis à 18 ans, on ne le sait pas forcément, ou alors on l'oublie, elle s'est retrouvée SDF pour une simple et bonne raison. Elle se disputait en effet très souvent avec sa maman, refusant d'aller à l'école puisque son seul but c'était de devenir danseuse. Les études, ça ne l'intéressait pas. Elle se disait, je veux devenir danseuse ou rien. Elle a donc quitté le foyer et dormi pendant des mois sur le canapé des studios de l'école de danse, plutôt que d'aller à l'école. Une pugnacité qui lui a plutôt réussi, quand on connaît sa carrière et surtout son incroyable longévité. On le voit il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, elle était encore à l'affiche en finale du Super Bowl. C'est l'une des rares artistes, je crois, qui a fait cette finale plusieurs fois. Le documentaire, en fait, retrace c'est vraiment le nœud central, c'est vraiment le Super Bowl et la première fois où elle le fait. Voilà. Et en fait, au-delà de
de son âge et évidemment qu'elle revendique, etc., pour dire que la pop ne peut pas être tenue que par des gamines de 25 ans. Oui. Ce qui est surtout très intéressant, c'est comment elle fait en sorte de bousculer le visage des icônes de la pop. C'est-à-dire que c'est la première artiste mexicaine, portoricaine, qui assume complètement ses origines, qui à un moment où au pouvoir c'est compliqué, etc., où elle prend position, et c'est surtout ça qu'on voit aussi, on voit la force et le fait qu'elle ne s'est pas battue pour exister en tant que Jennifer, elle s'est battue pour toute une communauté. En fait, c'est ce qu'on comprend et probablement que sa ténacité, sa pugnacité dont vous parliez vient plutôt vient à mon avis du fait que elle avait vraiment une envie de changer les choses et de changer la place qu'elle aurait peut-être dû avoir si elle avait suivi le système, en fait. Si elle avait suivi sa maman aussi, qui voulait pas vraiment qu'elle fasse ce métier-là. Oui, et puis le système, il n'y avait pas de place pour des visages portoricains, en tout cas à cette hauteur-là de visibilité et de voilà, c'est plus qu'un drapeau, c'est un porte-voix et elle a vraiment bousculé les choses de manière assez violente. C'est maintenant une star américaine connue, des plus connues dans le monde entier, qui est incroyable, qui reste merveilleuse. Oui, et d'ailleurs, pour conclure, elle avait un credo, Jennifer Lopez. Si on m'a dit un jour que je citerais Jennifer Lopez sur Radio J, mais c'est très beau ce qu'elle dit, puisqu'elle dit « Suis toujours ton cœur, parfois ça va faire mal, mais au final, c'est comme ça que tout ira bien ».